Bienvenue à toi, amoureux de sport. Tu penses tout connaître de ton sport ? Avec No Ref, No Game, le premier podcast dédié aux règles du jeu et à l'arbitrage, tu vas devenir vraiment le maître du jeu. No Ref, No Game, c'est un épisode, un invité et 20 minutes pour te donner toutes les clés pour mieux appréhender les règles de ton sport, pour mieux le vivre et mieux le pratiquer. Hello à toi et bienvenue sur le premier épisode de No Ref No Game. Je suis Jérémy, fondateur de Refmate et ensemble nous allons découvrir les coulisses du sport à travers ses règles du jeu. Aujourd'hui, dans ce premier épisode, on a l'immense honneur d'accueillir l'arbitre français de basketball le plus capé du siècle. Il est le recordman du nombre de finales officiées en France, mais également sur la scène internationale. Bref, un grand monsieur du sport français avec qui nous allons discuter arbitrage et naissance d'une vocation, car vous le verrez, il n'était pas destiné à siffler une finale de Coupe du Monde ou de Jeux Olympiques. Allez, sans plus attendre, on accueille notre invité. T'es prêt ? C'est le début du game, avec l'invité dans No Ref No Game. Ok, je sais, j'ai un peu vendu la mèche dans mon teasing. Aujourd'hui, on reçoit évidemment Eddy Viator, arbitre international de basketball. Bonjour Eddy, j'espère que tu vas bien. Bonjour Jérémy, tout va bien, merci. Et toi ? Ça va très bien, merci. Nous sommes vraiment ravis de t'avoir parmi nous pour ce premier épisode. Ensemble et durant 20 minutes, nous allons retracer ton histoire parce qu'elle force l'admiration et on va en tirer un enseignement fort. Et oui, on peut accéder au plus haut sommet du basket mondial en étant également arbitre. C'est une voie d'excellence. On parlera ensuite ensemble de ta vision de l'arbitrage parce que l'arbitrage d'hier n'est plus celui d'aujourd'hui et peut-être ne sera pas celui de demain. Donc on verra ensemble tout cet aspect de l'arbitrage et puis également parce qu'il faut évidemment sur cette émission avoir un peu de croustillant. On aime bien connaître les secrets de la réussite de nos invités. Tu nous donneras tes meilleurs tips pour débuter dans l'arbitrage si tu le veux bien. Avec grand plaisir. No Ref, No Game, un podcast Refmate. Mais avant tout, pour nos auditeurs, plaçons l'homme. Parce que l'arbitrage, c'est ton métier, mais raconte-nous un peu ta carrière. Eh bien, j'ai démarré comme joueur de basket à Sarcelles, toujours mon club de cœur. J'ai démarré à 9 ans avec mon frère Patrick et on s'est mis à jouer pendant de nombreuses années. Et lorsque j'ai eu 15 ans, au niveau du club, les dirigeants m'ont demandé de prendre le sifflet pour pouvoir donner un coup de main à arbitrer ce qu'on appelait les vétérans qui jouaient le dimanche matin. Donc moi, ça me faisait plaisir parce que déjà, c'était quelque chose que je ne connaissais pas. Et puis donner des coups de sifflet et puis faire un peu la loi avec le sifflet, c'était assez drôle. Donc au départ ça commence comme un jeu et puis le temps passe et puis le jeu devient une passion. Tu t'y accroches et me voilà embarqué sur les premiers stages officiels où je passe l'examen d'arbitre départemental. Puis départemental, je passe à régional et puis championnat de France. Et puis les portes s'ouvrent de nouveau avec le temps, avec un peu plus d'expérience sur le terrain, avec un peu plus de compréhension du jeu et de l'arbitrage. Et me voilà arrivé sur le haut niveau. Donc tu as gravi les échelons assez rapidement du coup. Alors on arrive sur le haut niveau et il y a la scène internationale. Sur la scène internationale, il y a quand même pas mal d'étapes. Tu peux nous en dire un peu plus quand même. Il y a l'Euroleague, il y a pas mal de belles étapes dans ta carrière. Effectivement, il y en a eu de belles. Ça a plutôt démarré lentement parce qu'à l'époque, je parle comme un ancien, mais on mettait beaucoup de temps avant de monter. Et les portes n'étaient pas aussi facilement ouvertes et il fallait montrer vraiment patte blanche, il fallait vraiment prouver, il fallait apprendre des choses. Ça a mis du temps, ça a mis plus d'une dizaine d'années et finalement j'y suis arrivé. Et puis je peux constater qu'aujourd'hui les jeunes ont beaucoup plus de facilité pour pouvoir évoluer. Je prends l'exemple de Maxime Baubert par exemple qui est de mon département. Maxime, je l'ai vu, il démarrait l'arbitrage, il avait une quinzaine d'années. Il a très vite évolué. Comme beaucoup de jeunes arbitres, il est monté sur le haut niveau assez vite. En 3-4 ans, c'était fait parce que ces jeunes arbitres, les arbitres d'aujourd'hui, ont une compréhension qui n'était pas la nôtre à l'époque. Après, c'est aussi une mentalité qui est différente. Il y a beaucoup plus de facilité aujourd'hui pour pouvoir évoluer. Nous, les arbitres nationaux, internationaux, enfin les arbitres de haut niveau, on est beaucoup plus proche des arbitres du championnat de France et des jeunes arbitres que ça n'a été le cas par le passé. Ce qui fait que la formation, on l'a fait en permanence. Ça permet aussi d'ouvrir de nombreuses portes à de nouveaux talents, de demain. Donc ces évolutions très rapides d'arbitres actuels, c'est aussi une volonté, une politique fédérale aussi qui est mise en place. C'est un peu des deux, c'est les talents, puis en même temps la politique fédérale. Oui, c'est lié. C'est vraiment l'arbitrage doit être favorisé par la compétence. La fédération mise là-dessus. Nous, on en profite pour pouvoir faire en sorte que nos arbitres soient meilleurs, soient bons en permanence et on les fait travailler de façon régulière. Donc une belle évolution parce qu'en même temps les talents se révèlent et ils sont favorisés aussi par une politique fédérale. Bon, malheureusement, toi tu n'as pas pu profiter de ça, mais ça t'a pas empêché d'aller sur le très très haut niveau international.
Tu peux nous en dire un peu plus de ça? Force de travail, il n'y a pas de secret. Je veux dire, les arbitres d'hier travaillaient, ceux d'aujourd'hui travaillent, ceux de demain travailleront encore, mais c'est vraiment 3 styles différents, c'est 3 époques différentes, c'est 3 manières de faire différentes. J'aurais aimé à mon temps, en démarrant, avoir un accompagnement tel que les arbitres l'ont aujourd'hui. Ça n'a pas été le cas. Ce qui fait que je me suis forgé, je ne veux pas dire seul, parce qu'il y a eu beaucoup de gens quand même autour de moi. Je peux citer pas mal de personnes, mais il y a une réussite de carrière, c'est lié à beaucoup de personnes. Maintenant, j'ai pas eu un suivi permanent avec tout le temps les mêmes personnes. Aujourd'hui, on fait des parrainages, on fait du tutorat avec des arbitres, on les suit d'une manière générale toute la saison, et c'est vraiment un avantage pour eux. Si j'avais eu bénéficié de ça, peut-être que j'aurais passé les étapes un peu plus rapidement. En tout cas, ça m'a pas empêché d'aller sur le haut niveau, sur le niveau international, et je dois avouer que je me suis forcé à travailler 2 fois plus, et ça a payé finalement. Donc tu arrives sur le niveau international, chouette, Eddie Viator est sur la place, et qu'est-ce qui se passe? Alors ça commence par où? Ça commence par le niveau FIBA, et ensuite on va en parler, parce que l'Euroleague a joué quand même un sacré rôle dans ta carrière, donc dis-nous. Quand j'ai passé l'examen en 2003, et quand je suis arrivé sur le niveau FIBA, parce qu'on commence la carrière internationale par la FIBA, l'Euroleague existait déjà, ça faisait 3 ans, parce que ça a démarré en 2000. C'est un rêve d'y aller, une fois que tu arrives international, tu as envie d'aller sur l'Euroleague, avoir ce maillot orange, c'est un rêve. Mais le président de l'époque, Yvan Menini, ne souhaitait pas nous envoyer tout de suite. On était 3 arbitres français. Donc il y avait Fabien Conderan, Carlos Mateus et moi-même. Et il a préféré nous laisser mijoter un petit peu en FIBA pour apprendre, pour nous aguerrir, pour prendre un peu l'expérience, absolument. Et il a eu tout à fait raison, parce que ça nous a permis de découvrir pas mal de choses. On quittait un cocon un peu familial qui est le championnat de France, et puis on découvrait des ossatures différentes en Europe. Pas de repères, forcément, donc c'était une bonne chose. Et en 2005, donc 2 ans après, il a donné le feu vert pour que je puisse accéder avec Fabien Conderan. On est parti sur l'Euroleague, et puis là j'arrivais sur le plus haut sommet, et puis c'était parti avec cette belle chemise orange, voilà. Belle chemise orange avec un numéro historique. 89. Et ouais, 89. Qui d'ailleurs ne signifie strictement rien, puisqu'il m'a été donné au hasard. Merci de le préciser, d'ailleurs j'allais le demander, donc c'est au hasard. On tire au sort et bingo. Ok. Et donc sur cette carrière internationale arrive quand même de beaux succès, puisqu'on a des Final Four, on arrive sur des compétitions internationales gérées par FIBA Monde, Coupe du Monde, JO dernièrement 2016. Allez, tu peux nous en dire un peu plus là aussi? Oui, bien sûr. J'ai démarré en fait l'Euroleague avec le premier Final Four 2 ans après avoir intégré cette compétition. Et puis j'ai enchaîné derrière. Après, il y a eu championnat d'Europe, il y a eu championnat du monde, j'en ai fait 3. Il y a eu d'autres Final Four Euroleague et ULEB Cup. Et puis sont arrivés les JO pour boucler la boucle en 2016. C'était la dernière compétition majeure. J'ai repris derrière ça en FIBA, puisqu'il fallait que je passe d'Euroleague à FIBA pour des raisons personnelles, on va dire. Et une fois que j'ai repris sur la FIBA, je me suis lancé sur la compétition BCL. Et me voilà l'an dernier sur le Final 8 de la BCL pour la première fois. Ça fait 4 ans que ça existe, la BCL. Alors BCL, on le précise pour nos auditeurs, la c'est Basketball Champions League. Et oui, ok. Et donc, quand même de beaux succès sur cette BCL. T'as enchaîné pas mal. Ça fait depuis les années 2000 que t'es sur la scène internationale, qu'on fait confiance à Monsieur Viator sur les plus grands rendez-vous internationaux. T'as vu ou t'as perçu une évolution dans l'arbitrage ou même dans les consignes? Est-ce qu'on parle beaucoup d'arbitrage moderne aujourd'hui? Mais c'est quoi en fait l'arbitrage moderne? L'arbitrage moderne, c'est un arbitre qui aujourd'hui est dans l'état d'esprit pur du basket, quoi. Il y a quelques années, l'arbitrage était assez rigide, il y avait beaucoup de distance entre les gens sur le terrain, même si après le match ça se passait plutôt bien, mais il y avait peut-être moins de communication. On était à 2 arbitres, on est passé à 3. Aujourd'hui ça a tout modifié, et il y a beaucoup plus de façon plus récente, il y a beaucoup plus de communication, en tout cas il doit y en avoir plus, avec les joueurs, avec les entraîneurs. On explique, on prend un peu plus le temps de parler.
Ça, c'est un petit peu l'arbitrage moderne, mais quelque part, ça vient contrecarrer le rôle de l'arbitre, parce que on peut pas faire des cliniques sur le terrain, on peut pas expliquer des règles en permanence. Non, ça serait Capharnaüm. Absolument. Là, dans ce cas. Donc là, on y passe beaucoup plus de temps. Non, l'arbitrage moderne est différent. L'arbitre moderne, il est ouvert, il est communicatif, mais il faut pas qu'il oublie son rôle principal, c'est de donner du rythme à une rencontre, c'est de gérer. On utilise aussi la vidéo, ce qui fait passer un peu plus de temps sur le terrain. Donc je parle pour le haut niveau, bien évidemment. Ce qui fait que on doit pas perdre le fil d'un match en coupant le rythme par des discussions incessantes. Et je trouve que l'arbitrage moderne, c'est peut-être ce qui le valorise le moins. C'est cette communication qui est bien, mais qui parfois est trop, too much. Pour résumer, on va dire que l'arbitre moderne, c'est celui qui est au service du jeu et qui est là pour véritablement donner un rythme, donner aussi des informations, mais sans trop en abuser aux acteurs du jeu pour qu'ils soient aussi dans ce cadre, parce qu'un arbitre, ça cadre une rencontre. Donc un arbitre moderne, c'est celui qui va en fait donner le tempo, mais tout en étant dans cette proximité, tout en étant dans cette approche au service du jeu. Ça a toujours été le rôle de l'arbitre, en fait, d'être au service du jeu, mais il doit mesurer. Il doit mesurer les moments où il peut communiquer, où il doit communiquer, et les moments où il ne doit pas. Ça, c'est assez intéressant, et du coup on parle d'arbitre moderne. Est-ce que c'est pas aussi relié à la vitesse du jeu qui a beaucoup évolué, parce qu'entre l'arbitrage d'hier et l'arbitrage d'aujourd'hui, il y a aussi cette composante de la vitesse du jeu qui rentre en compte, non ? Tout à fait. On peut constater qu'il y a une différence, notamment entre l'Euroleague et le championnat de France de Pro A à l'époque. Quand j'ai démarré sur l'Euroleague et que je venais arbitrer les matchs français juste après, je m'apercevais que la vitesse de jeu était un petit peu différente. Je veux pas dire que c'était presque au ralenti, mais c'est une sensation avec une telle technique de jeu et une rapidité, un jeu physique qu'on retrouve sur l'Euroleague qu'on retrouvait pas en France. Non mais tu peux le dire, tu t'ennuyais en Pro A, c'est ça du coup ? C'est pas que je m'ennuyais, c'est que le rythme était différent et je trouvais l'arbitrage plus simple et plus facile en France parce que ça allait moins vite. Je sais que Mehdi Difala, mon collègue là, qui est en Euroleague en ce moment, il a découvert, il a constaté la même chose et il en a parlé récemment. Et effectivement, aujourd'hui, ça a un petit peu changé. C'est que la Jeep Elite a vraiment évolué au niveau européen. Le basket français a beaucoup progressé en termes physiques, en termes techniques. Et je dirais pas qu'on est loin de l'Euroleague, mais au contraire, on est très très proche. Je parle pas d'une équipe, je parle pas d'une seule équipe qui va se qualifier ou deux équipes françaises, mais je parle du niveau de jeu. Le niveau de jeu est proche de celui de l'Euroleague. Par certaines rencontres, et c'est très bien, et c'est ce qui fait que l'arbitre moderne il doit s'adapter à ça. Et s'adapter, c'est du coup favoriser le spectacle, c'est quoi parce qu'on a des jeux qui ont effectivement des matchs qui s'accélèrent avec de beaux gestes techniques, avec un peu de spectacle aussi. Est-ce que l'arbitre doit être aussi dans cet esprit-là, favoriser ce jeu, favoriser cette rapidité? Et c'est important que l'arbitre soit dans l'esprit justement, parce que c'est facile pour un arbitre de siffler des 3 secondes, des marchés à la demande du coach de son équipe qui défend pas très bien, mais le but c'est quoi? C'est de laisser le spectacle se dérouler, c'est de favoriser le jeu, la rapidité, les belles actions. C'est ce que tout le monde a envie de voir, et les spectateurs comme les téléspectateurs, les arbitres aussi doivent voir ça. Être arbitre moderne, c'est aussi prendre des risques du coup, parce que on parle de décision. Décision, c'est aussi prendre un coup de sifflet comme ne pas le donner ce coup de sifflet. Donc est-ce qu'on peut dire qu'un arbitre moderne c'est un mec ou une nana qui prend des risques sur le terrain? Voilà Jérémy, un mot que tu utilises et que j'adore. C'est exactement ça. Arbitrer, c'est prendre des risques en permanence. C'est oser des choses. C'est dire, allez, je vais pas siffler parce que je vais donner un avantage. Je prends le risque. Je peux me tromper, mais je prends le risque. Ou alors, je vais siffler parce que là, il faut arrêter. Mais c'est tout à fait ça. Et j'ai basé, je dirais, la majorité de ma suite de carrière par rapport à ça. Et donc, tu es dans une espèce de, à chaque fois, on est un peu sur le fil, à chaque fois, du coup, dans cette prise de risque. Alors, des fois, comme tu le dis, c'est tant mieux, le risque paye, on est bon. Et quand le risque n'est pas bon, et du coup, là, tu te dis, merde, je me suis planté. Comment tu gères cette terreur-là? Tu ravales ta salive, hein, parce qu'il y a quand même il y a quand même des gens qui sont pas contents derrière. Hein. Donc, oui, t'es sur le fil à chaque fois, et
c'est ça de prendre un risque, hein. C'est qu'à un moment donné, tu chutes, mais après t'apprends à aller à la limite de la limite. Ce qui fait que la fois d'après, si tu retrouves le même style d'action, tu sais que tu peux aller jusqu'à une certaine limite qui ne va pas te faire basculer et qui ne va pas te faire tomber et qui ne va pas désavantager une équipe. Et donc, pour des arbitres qui sont pas forcément sur le haut niveau, toi, tu les encourages véritablement à aller chercher un peu cette expérience, ce feeling, parce qu'il est essentiel aujourd'hui pour le basket moderne. Ouais, j'aimerais bien, parce que j'aime bien pousser mes collègues et puis surtout les laisser faire, prendre des risques et oser faire des choses. Après, tout le monde n'est pas dans les mêmes aptitudes, tout le monde n'est pas dans la même capacité, donc il y a des arbitres qui ont besoin de suivre la règle à la perfection, en étant presque puristes. Il y a des arbitres qui peuvent, et heureusement qu'il y en a quelques-uns qui arrivent à prendre ces risques-là, et c'est ce qui fait qu'on a une homogénéité dans l'arbitrage, parce que c'est assez dilué entre nous. Allez, je me fais avocat du diable. Un bon arbitre, c'est pas un arbitre scolaire, c'est un arbitre qui globalement, à certains moments, sort aussi du cadre pour essayer d'aller chercher ce petit coup de sifflet ou ce no-call, ce coup de sifflet que l'on tait, même s'il y a peut-être une faute, une violation. C'est ça, on va dire, un bon arbitre. Indéniablement, parce que le basket est un sport par les règles sans contact, mais il y existe de nombreux contacts et tous les contacts ne sont pas des fautes. Tous les contacts ne sont pas des fautes qui doivent être sifflés par les arbitres. Et l'arbitre moderne doit avoir en tête qu'il y a de nombreuses situations où il doit pouvoir laisser jouer. Donc c'est aussi c'est ultra intéressant ce qu'on est en train de dire, parce que pour des joueurs aussi, il faut qu'ils l'intègrent. C'est-à-dire qu'effectivement, ils peuvent être victimes d'un contact, mais il faut aussi qu'ils se mettent aussi dans l'esprit de l'arbitre, c'est qu'ils laissent un avantage. Et donc, comment on arrive déjà à bien aussi, on parlait d'arbitrage moderne, on parlait de communication, c'est aussi ce rôle de l'arbitre de dire, ok, là j'ai donné l'avantage, comment on accompagne aussi les joueurs là-dedans, parce que nous, on se comprend en tant qu'arbitre, mais les acteurs du jeu. Il y a une chose qui est importante, c'est que on entend des fois les joueurs qui disent, ou les entraîneurs qui disent, compensation, ou là il a pas sifflé tout à l'heure, maintenant il siffle. Non, il n'y a pas de compensation. On n'est pas là pour faire plaisir à tout le monde en disant il faut qu'il y ait 25 lancers francs tirés de chaque côté, qu'il y ait 25 fautes de chaque côté. C'est pas ça le travail, parce que les équipes ne défendent pas de la même manière. Après, ce qui est important, c'est que un joueur comprenne que lorsqu'on ne siffle pas quelque chose parce qu'il est encore en contrôle du ballon d'une manière globale et qu'il n'y a aucun impact sur le jeu, tant qu'il perd pas ce fameux ballon, on va pas donner un coup de sifflet, parce que c'est facile pour nous. Et je le disais tout à l'heure avec les 3 secondes avec les marchés, c'est facile pour nous de donner des coups de sifflet. Mais le but, c'est pas de donner des coups de sifflet à chaque fois qu'il y a un petit contact et que le joueur est toujours en contrôle du ballon. Quoi. Bien sûr, parce que on va, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, on va bousiller le spectacle. Et on veut pas ça. On veut pas avoir les arbitres siffler 50, 60 fautes par match. Ce qui est important, c'est de laisser un avantage au jeu. On l'a beaucoup dans le foot. Au basket, ce mot avantage existe. Il est clairement écrit dans le code de jeu. Et on laisse un avantage au basket. On laisse un avantage au jeu. Dès l'instant où on perd cet avantage, on doit intervenir. Pour mêler tout ça, il faut un mot qu'on aime beaucoup, la cohérence. Tout à fait, la cohérence. Et donc ça, c'est le job de l'arbitre aujourd'hui au basket, c'est avoir cette cohérence dans ses coups de sifflet et ses non-coups de sifflet, dans ses décisions. C'est son rôle, et c'est là où les gens diront l'arbitre a été juste et fort. Strong and fair. Strong and fair. Ça, on retient, ça, on aime bien. C'est un peu ton leitmotiv, ta citation, quoi. C'est ton fer de lance. Je l'ai appris à mes dépens, et je trouve que ça correspond vraiment bien à la qualité de l'arbitre. Bon, le temps file, Eddy. On est bientôt à la fin de notre podcast. Chez Refmate, on avait envie de te poser une petite question. Je sais que tu adores cette question-là, puisque tu en as des milliers d'anecdotes, mais donne-nous, s'il te plaît, sur ce podcast, une anecdote croustillante que tu as vécue sur les terrains, s'il te plaît. C'est ma favorite. On est en 2015 sur un match de play-off d'Euroleague. L'Olympiakos reçoit Barcelone et gros match. C'est un gros match. On arrive sur la fin de la rencontre. Olympiakos est mené de 2 points. Il reste une poignée de secondes. Il doit rester 2-3 secondes. La remise en jeu se fait alors après le temps mort. C'est là où on voit le travail de qualité d'un coach. Après le temps mort, les joueurs de l'Olympiakos ont le ballon pour la remise en jeu. Je me trouve en arbitre de tête. Et le ballon est remis en jeu par un joueur extérieur, je ne me rappelle plus lequel. Et pour nous, on se dit, c'est Spanoulis qui est le meneur de jeu de l'Olympiakos qui va prendre le tir à 3 points pour pouvoir jouer la gagne et pas la prolongation.
Et au final, le remiseur donne le ballon à Spanoulis qui fait 1 dribble, 2 dribbles vers le panier. Il devait rester moins de 3 secondes. Et au lieu de prendre le tir, il ressort le ballon à Printesis qui se retrouve sur la ligne à 3 points, c'est un intérieur, qui prend le tir, le ballon est en l'air, je suis sous le panier. Quand on est généralement sous le panier, on appelle ça l'arbitre de tête. Généralement, on regarde pas le ballon en l'air pour gérer ce qui se passe au niveau du rebond. Et là, je sais pas pourquoi, ce ballon en l'air m'a attiré, donc j'ai levé les yeux, j'ai regardé, je l'ai vu droit. J'ai dit non, ça va rentrer, ça a pas loupé, ça a fait swish, le panier est rentré, le terrain a été envahi, on a été nous-mêmes alpagués, j'ai vu des gens passer à côté de moi sur les côtés. Envahissement de terrain. Envahissement de terrain, il n'y avait plus de sécurité possible, on est rentré au vestiaire en petite foulée et puis avec le sourire bien évidemment parce que c'était tellement beau et c'est ce qu'on appelle le basket, c'était très plaisant. Donc ça c'est le moment qui marque un arbitre aussi quoi, c'est cet amour du beau jeu quoi. C'est ça. Ben voilà, c'est pour ce genre de match qu'on a envie de faire cette passion et d'arbitrer des matchs quoi. Alors il y avait certains arbitres d'ailleurs qui nous disaient que sur des beaux dunks, sur des belles situations, ils applaudissaient. C'est ton cas? Non, j'applaudis pas, mais je dis toujours un petit mot. Alors des fois j'ai le sifflet dans la bouche, mais je le dis toujours. Alors des fois il y a des collègues qui m'entendent parce que j'ai le micro dans les oreilles, mais il y a toujours un petit mot qui est dit parce que c'est toujours bien d'avoir un dunk, un contre, des belles actions. Ça se commente, t'as envie de les commenter. Et puis comme je suis fan de basket, hein, c'est mon métier, mais je suis quand même mordu de ce sport, donc j'apprécie tout le temps. Eh bien, quand même, on vibre en même temps, on vibre quand on est arbitre sur les terrains. C'est ça qui est bon, quoi, en fait. Ouais. Quand tu ressors du terrain et que t'as le sourire parce que tu sens que le match était bon et que t'as fait aussi une bonne prestation et que les gens sont contents de ce qui s'est passé. Ça fait plaisir. Ouais. Et tiens, quand tu dis ça, ça me fait penser, allez, dernier, parce que là, vraiment, on est en train de péter le score au niveau du timing, mais le job bien fait, c'est quoi? C'est globalement, on t'a pas vu, quoi. C'est un bon arbitre, c'est celui qu'on n'a pas vu aussi. On peut le dire, quelque part. Ça, c'est la phrase qui a été, c'est la phrase qu'on nous a appris, mais moi, je la partage pas vraiment. D'accord. Pourquoi? Un bon arbitre, tu le vois sur le terrain. Au contraire, c'est celui qui va gérer de manière égale, qui sera juste, qui sera impartial et qui va permettre justement que la rencontre se déroule bien. Mais on peut le voir. Et au contraire, si on le voit parce qu'il fait bien son travail, c'est aussi parce qu'il fait partie d'être des bons arbitres. Eh bien, tu sais quoi, Eddy? Je valide. Je te rejoins en tout point. J'aime bien ces petites phrases toutes faites. Hein. L'arbitre, le bon arbitre, on le voit pas sur le terrain. Eh bien, non, on peut voir le bon arbitre. Je te rejoins. Merci de le dire. Malheureusement, Eddy, je suis dans le regret de t'annoncer que la fin de notre podcast pointe son nez. Et ouais, on est déçus. Comme vous là, qui écoutez ce magnifique podcast, ce premier épisode de No Ref No Game. Eddy, je te propose de finir ce podcast avec notre minute tips. Allez, c'est parti. Coup de sifflet final avec le tips de l'invité. Un vrai conseil de pro. C'est dans No Ref No Game. Allez Eddy, je suis un jeune arbitre, ou un arbitre officiel officiant déjà sur les terrains de la FFBB. Quel conseil de pro tu vas leur donner? Ce qui est important, c'est d'arbitrer beaucoup. Et plus tu arbitres, plus tu t'exerces, plus tu t'entraînes, plus tu auras des facilités à faire ce qu'on a dit tout à l'heure. Avantages, désavantages, avantages au jeu. Prendre des risques, être sur le fil, tout ça, ça vient avec la répétition. Et l'arbitrage, c'est comme un entraînement. C'est comme une équipe qui s'entraîne. C'est de la répétition. Une répétition fixe la notion. En permanence. Donc le jeune arbitre qui a envie de progresser, il faut qu'il répète ses gammes. Et pour répéter ses gammes, c'est d'aller sur le terrain, d'arbitrer des matchs. Alors évidemment, on est en période de Covid, donc c'est plus compliqué en ce moment. Mais dès que ça va reprendre, c'est de multiplier les rencontres. Et puis de regarder du basket à la télé. Aujourd'hui, on va pas se plaindre en disant j'ai pas les abonnements qu'il faut. Tout est sur internet, donc on peut trouver. Il y a des tas d'images, des milliers d'images, et il faut que l'arbitre se nourrisse de ça. Et bien voilà un conseil de pro super clair, Eddy, merci. Et oui, prenez le sifflet, allez sur les terrains, pratiquez. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, évidemment. Donc merci Eddy d'avoir été avec nous sur ce premier épisode de No Ref No Game. Ça a été un vrai plaisir en tout cas. Et merci à No Ref No Game, merci pour cette belle initiative. Et écoute, c'est avec grand plaisir. Nous on aime ce qu'on fait en tout cas. Et on espère que vous aimez vous aussi, chers auditeurs. En tout cas, on se retrouve très rapidement pour un prochain épisode sur No Ref No Game. Allez, ciao. Merci d'avoir écouté No Ref No Game. Pour ne pas rater les prochains épisodes, abonne-toi à nos podcasts ou rendez-vous sur notre chatbot disponible sur Facebook Messenger. À très vite sur Refmate. N'attends plus et rejoins la communauté Refmate sur nos réseaux sociaux. Partage avec nous ta passion pour le sport. Refmate est sur Facebook, Twitter et Instagram @Refmate.